Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine quand, au-delà de la tenture de tapisserie, au spectacle des domestiques succéda celui des invités. Mais cette laideur même de visage qu'il connaissait pourtant si bien lui semblait neuve, depuis que leurs traits, au lieu d'être pour lui des signes pratiquement utilisables à l'identification de telle personne qui lui avait représenté jusque-là un faisceau de plaisirs à poursuivre, d'ennuis à éviter ou de politesses à rendre, reposaient, coordonnés seulement par des rapports esthétiques, dans l'autonomie de leurs lignes. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann se trouva enserré, il n'était pas jusqu'au monocle que beaucoup portaient et qui autrefois aurait tout au plus permis à Swann de dire qu'il portait un monocle, qui, délié maintenant de signifier une habitude, la même pour tous, lui apparussent chacun avec une sorte d'individualité. Peut-être parce qu'il ne regarda le général de Froberville et le marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée que comme deux personnages dans un tableau, alors qu'ils avaient été longtemps pour lui les amis utiles qu'il avait présentés au jockey et assistés dans des duels. Le monocle du général restait entre ses paupières comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire, balafrée et triomphale, au milieu du front qui l'éborgnait comme l'œil unique du cyclope, apparut à Swann comme une blessure monstrueuse qu'il pouvait être glorieux d'avoir reçue, mais qu'il était indécent d'exhiber. Tandis que celui que M. de Bréauté ajoutait en signe de festivité aux gants gris-perle, au gibus, à la cravate blanche et substituait au binocle familier, comme faisait Swann lui-même, pour aller dans le monde, portait collé à son revers, comme une préparation d'histoire naturelle sous un microscope, un regard infinitésimal et grouillant d'amabilité qui ne cessait de sourire à la hauteur des plafonds, à la beauté des fêtes, à l'intérêt des programmes et à la qualité des rafraîchissements. « Tiens, vous voilà, mais il y a des éternités qu'on ne vous a vu, » dit à Swann le général qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta « Vous avez bonne mine, vous savez ?» pendant que M. de Bréauté demandait « Comment, vous, mon cher, et qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici ?» à un romancier mondain qui venait d'installer au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse, et répondait d'un air important et mystérieux, en roulant l'air « J'observe ». Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, n'avait aucune bordure, et, obligeant à une crispation incessante et douloureuse l'œil où il s'incrustait comme un cartilage superflu dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique et le faisait juger par les femmes comme capable de grands chagrins d'amour. Mais celui de M. de Saint-Candé, entouré d'un gigantesque anneau, comme Saturne, était le centre de gravité d'une figure qui s'ordonnait à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge et la bouche lipue et sarcastique tâchaient par leurs grimaces d'être à la hauteur des feux roulants d'esprit dont étincelait le disque de verre et se voyaient préférés aux plus beaux regards du monde par des jeunes femmes snobs et dépravées qu'ils faisaient rêver de charmes artificiels et d'un raffinement de volupté. Et cependant, derrière le sien, M. de Palancy, qui, avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes en desserrant d'instant en instant ses mandibules, comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel, et peut-être purement symbolique, du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout qui rappela à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto à Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuillu évoque les forêts où se cache son repère. Swann s'était avancé sur l'insistance de Madame de Sainte-Verte et pour entendre un air d'Orphée qu'exécutait un flûtiste. S'était mis dans un coin où il avait malheureusement comme seule perspective deux dames déjà mûres, l'une à côté de l'autre. La marquise de Cambremer et la vicomtesse de Franctot, lesquelles, parce qu'elles étaient cousines, passaient leur temps dans les soirées, portant leurs sacs et suivies de leurs filles, à se chercher comme dans une gare, et n'étaient tranquilles que quand elles avaient marqué, par leur éventail ou leur mouchoir, deux places voisines. Madame de Cambremer, comme elle avait très peu de relations, étant d'autant plus heureuse d'avoir une compagne, Madame de Franctot, qui était au contraire très lancée, trouvait quelque chose d'élégant, d'original,
a montré à toutes ses belles connaissances qu'elle leur préférait une dame obscure avec qui elle avait en commun des souvenirs de jeunesse. Plein d'une mélancolique ironie, Swann les regardait écouter l'intermède de piano. Saint François parlant aux oiseaux de Liszt, qui avait succédé à l'air de flûte, et suivre le jeu vertigineux du virtuose. Madame de Franctot anxieusement, les yeux éperdus, comme si les touches sur lesquelles il courait avec agilité avaient été une suite de trapèzes d'où il pouvait tomber d'une hauteur de 80 mètres, et non sans lancer à sa voisine des regards d'étonnement, de dénégation qui signifiaient « Ce n'est pas croyable, je n'aurais jamais pensé qu'un homme pût faire cela ». Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête transformée en balancier de métronome, dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles, avec cette espèce d'égarement et d'abandon du regard qu'ont les douleurs qui ne se connaissent plus ni ne cherchent à se maîtriser, et disent « Que voulez-vous » qu'à tout moment elle accrochait avec ses solitaires les pattes de son corsage et était obligée de redresser les raisins noirs qu'elle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela d'accélérer le mouvement. De l'autre côté de Madame de Franquetot, mais un peu en avant, était la marquise de Gallardon, occupée à sa pensée favorite, l'alliance qu'elle avait avec les Guermantes, et d'où elle tirait pour le monde et pour elle-même beaucoup de gloire, avec quelque honte, les plus brillants d'entre eux la tenant un peu à l'écart, peut-être parce qu'elle était ennuyeuse, ou parce qu'elle était méchante, ou parce qu'elle était d'une branche inférieure, ou peut-être sans aucune raison. Quand elle se trouvait auprès de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, comme en ce moment auprès de Madame de Franctot, elle souffrait que la conscience qu'elle avait de sa parenté avec les Guermantes ne pût se manifester extérieurement en caractère visible, comme ceux qui, dans les mosaïques des églises byzantines, placées les uns au-dessous des autres, inscrivent en une colonne verticale, à côté d'un saint personnage, les mots qu'il est censé prononcer. Elle songeait en ce moment qu'elle n'avait jamais reçu une invitation ni une visite de sa jeune cousine, la princesse des Laumes, depuis 6 ans que celle-ci était mariée. Cette pensée la remplissait de colère, mais aussi de fierté, car, à force de dire aux personnes qui s'étonnaient de ne pas la voir chez Madame des Laumes que c'est parce qu'elle aurait été exposée à y rencontrer la princesse Mathilde, ce que sa famille ultra-légitimiste ne lui aurait jamais pardonné, elle avait fini par croire que c'était en effet la raison pour laquelle elle n'allait pas chez sa jeune cousine. Elle se rappelait pourtant qu'elle avait demandé plusieurs fois à Madame des Laumes comment elle pourrait faire pour la rencontrer, mais ne se le rappelait que confusément, et d'ailleurs neutralisait et au-delà ce souvenir un peu humiliant en murmurant « Ce n'est tout de même pas à moi à faire les premiers pas, j'ai 20 ans de plus qu'elle ». Grâce à la vertu de ses paroles intérieures, elle rejetait fièrement en arrière ses épaules détachées de son buste, et sur lesquelles sa tête posée, presque horizontalement, faisait penser à la tête rapportée d'un orgueilleux faisan qu'on serre sur une table avec toutes ses plumes. Ce n'est pas qu'elle ne fût par nature courtaude, homasse et boulotte, mais les camouflets l'avaient redressée comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre. Obligée pour se consoler de ne pas être tout à fait l'égale des autres Guermantes, de se dire sans cesse que c'était par intransigeance de principe et fierté qu'elle les voyait peu, cette pensée avait fini par modeler son corps et par lui enfanter une sorte de prestance qui passait aux yeux des bourgeoises pour un signe de race et troublait quelquefois d'un désir fugitif le regard fatigué des hommes de cercle. Si on avait fait subir à la conversation de Madame de Gallardon ces analyses qui, en relevant la fréquence plus ou moins grande de chaque terme, permettent de découvrir la clé d'un langage chiffré, on se fut rendu compte qu'aucune expression, même la plus usuelle, n'y revenait aussi souvent que « chez mes cousins de Guermantes »,« chez ma tante de Guermantes »,« la santé d'Elzéar de Guermantes »,« la baignoire de ma cousine de Guermantes ». Quand on lui parlait d'un personnage illustre, elle répondait que, sans le connaître personnellement, elle l'avait rencontré 1000 fois chez sa tante de Guermantes. Mais elle répondait cela d'un ton si glacial et d'une voix si sourde qu'il était clair que si elle ne le connaissait pas personnellement, c'était en vertu de tous les principes indéracinables et entêtés auxquels ses épaules touchaient en arrière, comme à ces échelles sur lesquelles les professeurs de gymnastique vous font étendre pour vous développer le thorax. Or, la princesse des Laumes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver.
Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules là même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond de l'air d'y être à sa place, comme un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là. Et bornant simplement son regard pour ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards, à la considération d'un dessin du tapis ou de sa propre jupe, elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste, et d'où elle savait bien qu'une exclamation ravie de madame de Sainte-Verte allait l'attirer dès que celle-ci l'aurait aperçue, à côté de madame de Cambremer, qui lui était inconnue. Elle observait la mimique de sa voisine mélomane, mais ne l'imitait pas. Ce n'est pas que, pour une fois qu'elle venait passer 5 minutes chez madame de Sainte-Verte, la princesse des Laumes n'eût souhaité, pour que la politesse qu'elle lui faisait comptât double, se montrer le plus aimable possible. Mais par nature, elle avait horreur de ce qu'elle appelait les exagérations, et tenait à montrer qu'elle n'avait pas à se livrer à des manifestations qui n'allaient pas avec le genre de la coterie où elle vivait, mais qui pourtant d'autre part ne laissaient pas de l'impressionner, à la faveur de cet esprit d'imitation voisin de la timidité que développe, chez les gens les plus sûrs d'eux-mêmes, l'ambiance d'un milieu nouveau, fût-il inférieur. Elle commençait à se demander si cette gesticulation n'était pas rendue nécessaire par le morceau qu'on jouait et qui ne rentrait peut-être pas dans le cadre de la musique qu'elle avait entendue jusqu'à ce jour, si s'abstenir n'était pas faire preuve d'incompréhension à l'égard de l'œuvre et d'inconvenance vis-à-vis de la maîtresse de maison. De sorte que, pour exprimer par une cotte mal taillée ses sentiments contradictoires, tantôt elle se contentait de remonter la bride de ses épaulettes ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou d'émail rose givrées de diamants qui lui faisaient une coiffure simple et charmante, en examinant avec une froide curiosité sa fougueuse voisine. Tantôt de son éventail elle battait pendant un instant la mesure, mais pour ne pas abdiquer son indépendance, à contretemps. Le pianiste ayant terminé le morceau de Liszt et ayant commencé un prélude de Chopin, madame de Cambremer lança à madame de Franctot un sourire attendri de satisfaction compétente et d'allusion au passé. Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se joue dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément d'un retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier, vous frapper au cœur. Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n'allant guère au bal, elle s'était grisée dans la solitude de son manoir, à ralentir, à précipiter la danse de tous ces couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour entendre le vent souffler dans les sapins au bord du lac, et à y voir tout d'un coup s'avancer, plus différent de tout ce qu'on n'a jamais rêvé que ne sont les amants de la terre, un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. Mais aujourd'hui, la beauté des motets de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de l'estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme, et ceux mêmes dont le goût est mauvais n'y trouvaient plus qu'un plaisir inavoué et médiocre. Madame de Cambremer jeta un regard furtif derrière elle. Elle savait que sa jeune bru, pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de l'esprit sur lesquelles, sachant jusqu'à l'harmonie et jusqu'au grec, elle avait des lumières spéciales, méprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette wagnérienne qui était plus loin avec un groupe de personnes de son âge, madame de Cambremer se laissait aller à des impressions délicieuses. La princesse des Laumes les éprouvait aussi. Sans être par nature douée pour la musique, elle avait reçu, il y a 15 ans, les leçons qu'un professeur de piano du faubourg Saint-Germain, femme de génie qui avait été à la fin de sa vie réduite à la misère, avait recommencé à l'âge de 70 ans à donner aux filles et aux petites filles de ses anciennes élèves. Elle était morte aujourd'hui, mais sa méthode, son beau son, renaissait parfois sous les doigts de ses élèves, même de celles qui étaient devenues, pour le reste des personnes médiocres, avaient abandonné la musique et n'ouvraient presque plus jamais un piano.
Aussi, madame des Laumes put-elle secouer la tête, en pleine connaissance de cause, avec une appréciation juste de la façon dont le pianiste jouait ce prélude qu'elle savait par cœur. La fin de la phrase commencée chanta d'elle-même sur ses lèvres, et elle murmura « C'est toujours charmant », avec un double « ch » au commencement du mot, qui était une marque de délicatesse et dont elle sentait ses lèvres si romanesquement froissées comme une belle fleur, qu'elle harmonisa instinctivement son regard avec elle en lui donnant à ce moment-là une sorte de sentimentalité et de vague. Cependant, madame de Gallardon était en train de se dire qu'il était fâcheux qu'elle n'eût que bien rarement l'occasion de rencontrer la princesse des Laumes, car elle souhaitait lui donner une leçon en ne répondant pas à son salut. Elle ne savait pas que sa cousine fût là. Un mouvement de tête de madame de Franctot la lui découvrit. Aussitôt, elle se précipita vers elle en dérangeant tout le monde, mais désireuse de garder un air hautain et glacial qui rappela à tous qu'elle ne désirait pas avoir de relation avec une personne chez qui on pouvait se trouver nez à nez avec la princesse Mathilde et au-devant de qui elle n'avait pas à aller car elle n'était pas sa contemporaine, elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de réserve par quelques propos qui justifia sa démarche et força la princesse à engager la conversation. Aussi, une fois arrivée près de sa cousine, madame de Gallardon, avec un visage dur, une main tendue comme une carte forcée, lui dit « Comment va ton mari ?» de la même voix soucieuse que si le prince avait été gravement malade. La princesse, éclatant d'un rire qui lui était particulier et qui était destiné à la fois à montrer aux autres qu'elle se moquait de quelqu'un et aussi à se faire paraître plus jolie, en concentrant les traits de son visage autour de sa bouche animée et de son regard brillant, lui répondit « Mais le mieux du monde ?» et elle rit encore. Cependant, tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine, inquiète encore pourtant de l'état du prince, madame de Gallardon dit à sa cousine « Oriane !» Ici, madame des Laumes regarda d'un air étonné et rieur un tiers invisible, vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé madame de Gallardon à l'appeler par son prénom. « Oriane, je tiendrais beaucoup à ce que tu viennes un moment demain soir chez moi entendre un quintet avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton appréciation. » Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service, et avoir besoin de l'avis de la princesse sur le quintet de Mozart, comme si ça avait été un plat de la composition d'une nouvelle cuisinière sur les talents de laquelle il lui eût été précieux de recueillir l'opinion d'un gourmet. « Mais je connais ce quintet, je peux te dire tout de suite que je l'aime. Oh, tu sais, mon mari n'est pas bien, son foie... Ça lui ferait grand plaisir de te voir, reprit madame de Gallardon, faisant maintenant à la princesse une obligation de charité de paraître à sa soirée. La princesse n'aimait pas à dire aux gens qu'elle ne voulait pas aller chez eux. Tous les jours, elle écrivait son regret d'avoir été privée par une visite inopinée de sa belle-mère, par une invitation de son beau-frère, par l'opéra, par une partie de campagne, d'une soirée à laquelle elle n'aurait jamais songé à se rendre. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par les contretemps princiers qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Puis, faisant partie de cette spirituelle coterie des Guermantes où survivait quelque chose de l'esprit alerte, dépouillé de lieux communs et de sentiments convenus qui descend de Mérimée, et a trouvé sa dernière expression dans le théâtre de Meillac et Halévy, elle l'adaptait même aux rapports sociaux, le transposait jusque dans sa politesse qui s'efforçait d'être positive, précise, de se rapprocher de l'humble vérité. Elle ne développait pas longuement à une maîtresse de maison l'expression du désir qu'elle avait d'aller à sa soirée. Elle trouvait plus aimable de lui exposer quelques petits faits d'où dépendrait qu'il lui fût ou non possible de s'y rendre. « Écoute, je vais te dire, » dit-elle à madame de Gallardon, « il faut demain soir que j'aille chez une amie qui m'a demandé mon jour depuis longtemps. Si elle nous emmène au théâtre, il n'y aura pas, avec la meilleure volonté, possibilité que j'aille chez toi. Mais si nous restons chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrai la quitter. »« Tiens, tu as vu ton ami monsieur Swann ?»« Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là, je vais tâcher qu'il me voie. »« C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, dit madame de Gallardon. »« Oh, je sais qu'il est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant, mais cela ne fait rien, un juif chez la sœur et la belle-sœur de 2 archevêques. »« J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choqué, dit la princesse des Laumes. Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents, mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai ? Je suis sans lumière à ce sujet. »
Le pianiste, qui avait à jouer 2 morceaux de Chopin, après avoir terminé le prélude, avait attaqué aussitôt une polonaise. Mais depuis que Madame de Gallardon avait signalé à sa cousine la présence de Swann, Chopin ressuscité aurait pu venir jouer lui-même toutes ses œuvres sans que Madame des Laumes pût y faire attention. Elle faisait partie d'une de ces 2 moitiés de l'humanité chez qui la curiosité qu'a l'autre moitié pour les êtres qu'elle ne connaît pas est remplacée par l'intérêt pour les êtres qu'elle connaît. Comme beaucoup de femmes du Faubourg Saint-Germain, la présence dans un endroit où elle se trouvait de quelqu'un de sa coterie, et auquel d'ailleurs elle n'avait rien de particulier à dire, accaparait exclusivement son attention aux dépens de tout le reste. À partir de ce moment, dans l'espoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus, comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre, que tourner sa figure, remplie de 1000 signes de connivence dénués de rapport avec le sentiment de la polonaise de Chopin, dans la direction où était Swann, et si celui-ci changeait de place, elle déplaçait parallèlement son sourire aimanté. « Oriane, ne te fâche pas !» reprit Madame de Gallardon, qui ne pouvait s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut recevoir chez soi. Est-ce vrai ? Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse des Laumes, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. Et quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de Madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano, et qui aperçut seulement alors la princesse. Madame de Sainte-Verte était d'autant plus ravie de voir Madame des Laumes qu'elle la croyait encore à Guermantes en train de soigner son beau-père malade. « Mais, comment, princesse, vous étiez là ?»« Oui, je m'étais mise dans un petit coin, j'ai entendu de belles choses. »« Comment, vous êtes déjà là depuis un bon moment ?»« Mais oui, un très long moment qui m'a semblé très court, long seulement parce que je ne vous voyais pas. » Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse qui répondit « Mais pas du tout, pourquoi, je suis bien n'importe où. » Et avisant avec intention pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier. « Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut, cela me fera tenir droite. Oh mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. » Cependant, le pianiste, redoublant de vitesse, l'émotion musicale était à son comble, un domestique passait des rafraîchissements sur un plateau et faisait teinter des cuillères, et, comme chaque semaine, Madame de Sainte-Verte lui faisait, sans qu'il la vît, des signes de s'en aller. Une nouvelle mariée, à qui on avait appris qu'une jeune femme ne doit pas avoir l'air blasé, souriait de plaisir et cherchait des yeux la maîtresse de maison pour lui témoigner par son regard sa reconnaissance d'avoir pensé à elle pour un pareil régal. Pourtant, quoiqu'avec plus de calme que Madame de Franctot, ce n'est pas sans inquiétude qu'elle suivait le morceau. Mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le piano sur lequel une bougie tressautant à chaque fortissimo risquait, sinon de mettre le feu à l'abat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. À la fin, elle n'y tint plus, et escaladant les 2 marches de l'estrade sur laquelle était placé le piano, se précipita pour enlever la bobèche. Mais à peine ses mains allaient-elles la toucher que, sur un dernier accord, le morceau finit et le pianiste se leva. Néanmoins, l'initiative hardie de ces jeunes femmes, la courte promiscuité qui en résulta entre elles et l'instrumentiste, produisirent une impression généralement favorable. « Vous avez remarqué ce qu'a fait cette personne, princesse ?» dit le général de Froberville à la princesse des Laumes, qu'il était venu saluer et que Madame de Sainte-Verte quitta un instant. « C'est curieux. Est-ce donc une artiste ?»« Non, c'est une petite Madame de Cambremer, » répondit étourdiment la princesse, et elle ajouta vivement « Je vous répète ce que j'ai entendu dire, je n'ai aucune espèce de notion de qui c'est. On a dit derrière moi que c'est des voisins de campagne de Madame de Sainte-Verte, mais je ne crois pas que personne les connaisse. Ce doit être des gens de la campagne. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandu dans la brillante société qui se trouve ici, mais je n'ai pas idée du nom de toutes ces étonnantes personnes. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de Madame de Sainte-Verte ? Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Belloir sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines ? C'est pas possible. Ah, mais
Cambremer, c'est un nom authentique et ancien, dit le général. Je ne vois aucun mal à ce que ce soit ancien, répondit sèchement la princesse, mais en tout cas ce n'est pas euphonique, ajouta-t-elle en détachant le mot euphonique comme s'il était entre guillemets, petite affectation de dépit qui était particulière à la coterie guermante. Vous trouvez ? Elle est jolie à croquer, dit le général qui ne perdait pas madame de Cambremer de vue. Ce n'est pas votre avis, princesse ? Elle se mettra en avant. Je trouve que chez une si jeune femme, ce n'est pas agréable, car je ne crois pas qu'elle soit ma contemporaine, répondit madame Delhomme, cette expression étant commune aux Gallardon et aux Guermantes. Mais la princesse, voyant que M. de Froberville continuait à regarder madame de Cambremer, ajouta moitié par méchanceté pour celle-ci, moitié par amabilité pour le général, pas agréable pour son mari. Je regrette de ne pas la connaître, puisqu'elle vous tient à cœur. Je vous aurais présenté, dit la princesse, qui probablement n'en aurait rien fait si elle avait connu la jeune femme. Je vais être obligée de vous dire bonsoir parce que c'est la fête d'une amie à qui je dois aller la souhaiter, dit-elle d'un ton modeste et vrai, réduisant la réunion mondaine à laquelle elle se rendait à la simplicité d'une cérémonie ennuyeuse, mais où il était obligatoire et touchant d'aller. D'ailleurs, je dois y retrouver Bazin qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Iénas. Ça a été d'abord un nom de victoire, princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez, pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer, comme il aurait changé un pansement, tandis que la princesse détournait instinctivement les yeux. Cette noblesse empire, c'est autre chose, bien entendu, mais enfin, pour ce que c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, dit la princesse sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin chez cette princesse d'Iéna, ce n'est pas du tout pour ça, c'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chérit. Oh non, ce n'est pas ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un flirt, je n'ai pas à m'y opposer. Du reste, pour ce que cela sert quand je veux m'y opposer, ajouta-t-elle d'une voix mélancolique, car tout le monde savait que dès le lendemain du jour où le prince Delhomme avait épousé sa ravissante cousine, il n'avait pas cessé de la tromper. Mais enfin, ce n'est pas le cas, ce sont des gens qu'il a connus autrefois, il en a fait ses choux gras, je trouve cela très bien. D'abord, je vous dirais que rien que ce qu'il m'a dit de leur maison, pensez que tous leurs meubles sont empire. Mais, princesse, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Mais je ne vous dis pas, mais ça n'en est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas des choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style avec ces commodes qui ont des têtes de cygnes comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de très belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah, mais qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas, mais ça ne peut pas être beau puisque c'est horrible. Moi, j'ai aussi des choses comme ça que Bazin a hérité des Montesquieu, seulement elles sont dans les greniers des Guermantes où personne ne les voit. Enfin, du reste, ce n'est pas la question. Je me précipiterais chez eux avec Bazin, j'irais les voir même au milieu de leur sphinx et de leur cuivre si je les connaissais, mais je ne les connais pas. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais petite, que ce n'était pas poli d'aller chez les gens qu'on ne connaissait pas, dit-elle en prenant un ton puéril. Alors je fais ce qu'on m'a appris. Voyez-vous, ces braves gens, s'ils voyaient entrer une personne qu'ils ne connaissent pas, ils me recevraient peut-être très mal, dit la princesse. Et par coquetterie, elle embellit le sourire que cette supposition lui arrachait, en donnant à son regard bleu fixé sur le général une expression rêveuse et douce. « Ah, princesse, vous savez bien qu'il ne se tiendrait pas de joie. »« Mais non, pourquoi ?» lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité, soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire au général. « Pourquoi, qu'en savez-vous ? Cela leur serait peut-être tout ce qu'il y a de plus désagréable. Moi, je ne sais pas, mais si j'en juge par moi, cela m'ennuie déjà tant de voir les personnes que je connais. Je crois que s'il fallait voir des gens que je ne connais pas, même héroïques, je deviendrais folle. D'ailleurs, voyons, sauf lorsqu'il s'agit de vieux amis comme vous qu'on connaît sans cela, je ne sais pas si l'héroïsme serait d'un format très portatif dans le monde. Ça m'ennuie déjà souvent de donner des dîners, mais s'il fallait offrir le bras à Spartacus pour aller à table... Oh non, vraiment, ce ne serait vraiment pas à Vercingétorix que je ferais signe comme 14e. Je sens que je le réserverais pour les grandes soirées, et comme je n'en donne pas... Ah, princesse, vous n'êtes pas Guermantes pour des prunes. Le possédez-vous assez l'esprit des Guermantes? Mais on dit toujours l'esprit des Guermantes, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez d'autres qui en aient? Ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux,
les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, les yeux étincelants, enflammés d'un ensoleillement radieux de gaieté que seul avait le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-même, qui était une louange de son esprit et de sa beauté. « Tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre Cambremer. Là, il est à côté de la mère Sainte-Verte. Vous ne voyez pas ? Demandez-lui de vous présenter. Mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. »« Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a ?» dit le général. « Mon petit Charles, ah, enfin il vient. Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. » Swann aimait beaucoup la princesse des Laumes, puis sa vue lui rappelait Guermantes, terre voisine de Combray, tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes, par lesquelles il savait plaire à la princesse, et qu'il retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans son ancien milieu, et voulant d'autre part pour lui-même exprimer la nostalgie qu'il avait de la campagne, « Ah !» dit-il à la cantonade, pour être entendu à la fois de madame de Sainte-Verte, à qui il parlait, et de madame des Laumes, pour qui il parlait, « Voici la charmante princesse. Voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le saint François d'Assise de Liszt, et elle n'a eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier et d'aubépine. Il y a même encore de petites gouttes de rosée, un peu de la gelée blanche qui doit faire gémir la duchesse. C'est très joli, ma chère princesse. » Comment la princesse est venue exprès de Guermantes ? Mais c'est trop, je ne savais pas, je suis confuse, s'écria naïvement madame de Sainte-Verte, qui était peu habituée au tour d'esprit de Swann. Et examinant la coiffure de la princesse, mais c'est vrai, cela imite, comment dirais-je, pas les châtaignes, non. Oh, c'est une idée ravissante. Mais comment la princesse pouvait-elle connaître mon programme ? Les musiciens ne l'ont même pas communiqué à moi. Swann, habitué, quand il était auprès d'une femme avec qui il avait gardé des habitudes de langage, de dire des choses délicates que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas, ne daigna pas expliquer à madame de Sainte-Verte qu'il n'avait parlé que par métaphore. Quant à la princesse, elle se mit à rire aux éclats parce que l'esprit de Swann était extrêmement apprécié dans sa coterie, et aussi parce qu'elle ne pouvait entendre un compliment s'adressant à elle sans lui trouver les grâces les plus fines et une irrésistible drôlerie. « Eh bien, je suis ravi, Charles, si mes petits fruits d'aubépine vous plaisent. Pourquoi est-ce que vous saluez cette Cambremer ? Est-ce que vous êtes aussi son voisin de campagne ?» Madame de Sainte-Verte, voyant que la princesse avait l'air content de causer avec Swann, s'était éloignée. « Mais vous l'êtes vous-même, princesse ?»« Moi ? Mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens. Comme j'aimerais être à leur place. Ce ne sont pas les Cambremer, c'était ses parents à elle. Elle est une demoiselle Legrandin qui venait de Combray. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes comtesse de Combray et que le chapitre vous doit une redevance. Je ne sais pas ce que me doit le chapitre, mais je sais que je suis tapé de 100 francs tous les ans par le curé, ce dont je me passerai. Enfin, ces Cambremer ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. Il ne commence pas mieux, répondit Swann. En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère et de très convenable qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Mais puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d'un goût charmant, mon petit Charles. Mais comme c'est ennuyeux de ne plus vous voir, ajouta-t-elle d'un ton câlin, j'aime tant causer avec vous. Pensez que je n'aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Froberville que le nom de Cambremer était étonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. Et sans doute cela n'était pas vrai. Mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Cette ressemblance ne frappait pas parce que rien n'était plus différent que leurs deux voix. Mais si on parvenait par la pensée à ôter au propos de Swann la sonorité qui les enveloppait, les moustaches d'entre lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que c'étaient les mêmes phrases, les mêmes inflexions, le tour de la coterie Guermantes. Pour les choses importantes, Swann et la princesse n'avaient les mêmes idées sur rien. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime.
En entendant la princesse lui dire que la vie était une chose affreuse, il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. Ah oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. Mais je crois bien, pourquoi ne viendriez-vous pas à Guermantes? Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour très laid, mais je vous dirais que ce pays ne me déplaît pas. J'ai horreur des pays pittoresques. Je crois bien, c'est admirable, répondit Swann. C'est presque trop beau, trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Dès qu'il se lève un souffle d'air, que les blés commencent à remuer, il me semble qu'il y a quelqu'un qui va arriver, que je vais recevoir une nouvelle, et ces petites maisons au bord de l'eau, je serais bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde, voilà l'affreuse Rampillon qui m'a vu. Cachez-moi, rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé, je confonds. Elle a marié sa fille ou son amant, je ne sais plus, peut-être les deux, et ensemble. Ah non, oh non, oh, je me rappelle. Elle a été répudiée par son prince. Oh, ayez l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Du reste, je me sauve. Écoutez, mon petit Charles, pour une fois que je vous vois, vous ne voulez pas vous laisser enlever et que je vous emmène chez la princesse de Parme, qui serait tellement contente, et Bazin aussi, qui doit m'y rejoindre. Si on n'avait pas de vos nouvelles par Mémé, pensez que je ne vous vois plus jamais. Swann refusa. Ce pauvre Swann, dit ce soir-là Madame Delhomme à son mari. Il est toujours gentil, mais il a l'air bien malheureux. Vous le verrez car il a promis de venir dîner un de ces jours. Je trouve ridicule au fond qu'un homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre, et qui n'est même pas intéressante, car on l'a dit idiote, ajouta-t-elle avec la sagesse des gens non amoureux, qui trouvent qu'un homme d'esprit ne devrait être malheureux que pour une personne qui en valut la peine. C'est à peu près comme s'étonner qu'on daigne souffrir du choléra par le fait d'un être aussi petit que le bacille virgule. Swann voulait partir, mais au moment où il allait enfin s'échapper, le général de Froberville lui demanda à connaître Madame de Cambremer, et il fut obligé de rentrer avec lui dans le salon pour la chercher. « Dites donc, Swann, j'aimerais mieux être le mari de cette femme-là que d'être massacré par les sauvages, qu'en dites-vous » Ces mots, massacré par les sauvages, percèrent douloureusement le cœur de Swann. Aussitôt il éprouva le besoin de continuer la conversation avec le général. « Ah, lui dit-il, il y a eu de bien belles vies qui ont fini de cette façon. Ainsi, vous savez, ce navigateur dont Dumont d'Urville ramena les cendres, la Pérouse, et Swann était déjà heureux comme s'il avait parlé d'Odette. C'est un beau caractère et qui m'intéresse beaucoup que celui de la Pérouse, ajouta-t-il d'un air mélancolique. Ah, parfaitement, la Pérouse, dit le général. C'est un nom connu. Il a sa rue. Vous connaissez quelqu'un rue La Pérouse demanda Swann d'un air agité. Je ne connais que Madame de Chanlivaud, la sœur de ce brave Chaussepierre. Elle nous a donné une jolie soirée de comédie l'autre jour. C'est un salon qui sera un jour très élégant, vous verrez. Ah, elle demeure rue La Pérouse. C'est sympathique, c'est une jolie rue. Si triste. Ben non, c'est que vous n'y êtes pas allé depuis quelque temps, ce n'est plus triste. Cela commence à se construire, tout ce quartier-là. Quand enfin Swann présenta M. de Froberville à la jeune Madame de Cambremer, comme c'était la première fois qu'elle entendait le nom du général, elle esquissa le sourire de joie et de surprise qu'elle aurait eu si on n'en avait jamais prononcé devant elle d'autre que celui-là. Car ne connaissant pas les amis de sa nouvelle famille, à chaque personne qu'on lui amenait, elle croyait que c'était l'un d'eux, et pensant qu'elle faisait preuve de tact en ayant l'air d'en avoir tant entendu parler depuis qu'elle était mariée, elle tendait la main d'un air hésitant, destiné à prouver la réserve apprise qu'elle avait appris à vaincre et la sympathie spontanée qui réussissait à en triompher. Aussi ses beaux-parents, qu'elle croyait encore les gens les plus brillants de France, déclaraient-ils qu'elle était un ange, d'autant plus qu'ils préféraient paraître, en la faisant épouser à leur fils, avoir cédé à l'attrait plutôt de ses qualités que de sa grande fortune. « On voit que vous êtes musicienne dans l'âme, madame, lui dit le général en faisant inconsciemment allusion à l'incident de la bobèche. Mais le concert recommença et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour,
incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage, ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne, où rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes si hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente, qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas !» tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'étaient réveillés, et, à tire-d'aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites « temps où j'étais heureux »,« temps où j'étais aimé », qu'il avait souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien, il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout. Les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres. L'adresse en relief de la maison dorée sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant ». Le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ?» Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse pendant que l'Oredan allait chercher la petite ouvrière, les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de créations cutanées, qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs. Comme maintenant, le charme d'Odette lui était peu de chose auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder partout et toujours. Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée. « Mais je pourrais toujours vous voir, je suis toujours libre !» Elle qui ne l'était plus jamais. L'intérêt, la curiosité qu'elle avait eue pour sa vie à lui, le désir passionné qui lui fit la faveur, redouté au contraire par lui en ce temps-là comme une cause d'ennuyeux dérangement, de l'y laisser pénétrer. Comme elle avait été obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurins. Et quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu, avant qu'il se laissât fléchir, qu'elle lui répétât le délice que serait cette habitude de se voir tous les jours, dont elle rêvait alors qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux tracas, puis qu'elle avait pris en dégoût et définitivement rompu, pendant qu'elle était devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la 3e fois qu'il l'avait vue, comme elle lui répétait « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent ?» Il lui avait dit en riant avec galanterie, par peur de souffrir. Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui en portait le nom imprimé, mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. Cet écrit de l'hôtel Vouillemont, qui peut-elle être allée faire? Avec qui? Que s'est-il passé? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontrée, contre tout espoir,
parmi les ombres errantes, dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle, et qui en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la trouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile, en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui faisait pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. Quand il l'eut compris, sa pitié cessa, mais il fut jaloux de l'autre lui-même qu'elle avait aimé. Il fut jaloux de ceux dont il s'était dit souvent sans trop souffrir « Elle les aime peut-être ». Maintenant qu'il avait échangé l'idée vague d'aimer, dans laquelle il n'y a pas d'amour, contre les pétales du chrysanthème et l'entête de la maison d'or qui, eux, en étaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa tomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute, s'il s'était vu à ce moment-là, il eût ajouté à la collection de ceux qu'il avait distingués le monocle qu'il déplaçait comme une pensée importune, et sur la face embuée duquel, avec un mouchoir, il cherchait à effacer des soucis.